Le prochain intervenant est Adel Mebarki, expert IA et CEO de Foresight Data Agency, exploitation des données dans les réseaux sociaux. Adel, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc, j'ai un sujet qui est assez vaste, qui est comment on va utiliser les données des réseaux sociaux qui sont générées par les utilisateurs et comment l'IA peut aider à développer un certain nombre de cas d'usage. Merci Ahmed pour l'invitation. Je vais peut-être commencer par m'introduire mon parcours. Donc, je suis spécialisé dans ce qu'on appelle le NLP, le traitement automatique du langage, et plus particulièrement sur le traitement automatique du langage appliqué aux réseaux sociaux. Donc ma première entreprise que j'avais fondée il y a quelques années maintenant, qui s'appelle Capcode, travaillait dans le médical. Donc on exploitait les commentaires des patients sur les réseaux sociaux pour mieux comprendre les maladies chroniques. On a travaillé sur ça pendant un peu moins de 10 ans, et là j'ai fondé une nouvelle entreprise qui s'appelle Foresight, qui vise à travailler sur le sujet des réseaux sociaux, mais avec un angle plus sur les sciences de l'information que je vais un peu introduire aujourd'hui. L'idée de la présentation, c'est un peu de vous faire trois parties. Une première partie sur les plateformes sociales, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a tous plus ou moins une vision un peu différente de ce qu'est la réalité des plateformes aujourd'hui. Wissem a bien introduit les notions de plateforme pour de la vente, pour de l'e-commerce, etc., ou comme moyen de communication. Moi, je vais plus parler du fonctionnement des plateformes comme entité en elles-mêmes et sur leur stratégie. Et puis, on va voir comment fonctionne en fait l'utilisation de ces données-là avant d'ouvrir sur un sujet qui est le cœur de métier de Foresight, mais qui est aussi un enjeu sociétal majeur, qui est la désinformation. En fait, la première chose, c'est qu'on a tous tendance à penser que les plateformes aujourd'hui sociales sont des réseaux sociaux. Ce n'est plus le cas depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui, les plateformes comme Facebook, comme TikTok, comme Twitter, etc., sont des sources d'information. Ce sont des plateformes informationnelles. Ce n'est plus uniquement un réseau social. Le réseau social, c'est ce qui a été la vocation initiale dans la création de ces plateformes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus l'enjeu de ces plateformes-là. Il faut bien comprendre le modèle économique de ces plateformes. Le modèle économique est très simple. C'est avant tout un modèle économique publicitaire. Donc quand on a une plateforme de ce type-là, si on prend Meta comme exemple avec Facebook, l'enjeu de Meta est de faire en sorte que les utilisateurs restent le maximum de temps sur la plateforme pour que mécaniquement, vous soyez statistiquement exposé à des publicités. Et donc plus vous restez sur la plateforme, plus vous allez être exposé à une publicité, plus vous avez potentiellement tendance à consommer le produit qui est mis en avant. Ça, c'est le fonctionnement intrinsèque des plateformes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le principal investissement de ces plateformes-là, c'est sur l'algorithmie, et notamment le fonctionnement cognitif qui fait que vous utilisez de plus en plus ces plateformes-là. Je vous donne un exemple très concret, c'est tous plus ou moins arrivé, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok, peu importe. Mais vous commencez à scroller sur un réseau social et au final, vous ne vous rendez pas compte, mais le temps est passé et vous avez passé 1 heure, 1h30, 2 heures à regarder des vidéos sur TikTok, par exemple. Ce fonctionnement-là, il est intrinsèque aux plateformes. C'est voulu par les plateformes et c'est l'algorithmie de suggestion dont on va parler en introduction. Si on regarde, si on se met tout simplement à la place d'un utilisateur lambda, imaginons que vous avez créé un compte sur n'importe quelle plateforme, prenant TikTok ou prenant Facebook, vous allez avoir du contenu. Déjà, dès l'inscription sur cette plateforme-là, on va vous demander quels sont vos centres d'intérêt, quels sont les types de marques que vous aimez consommer. Ça, c'est une première information qui va permettre à l'algorithme de suggestion, cet algorithme qui gère votre timeline, de vous pousser du contenu qui vous intéresse. Ça, c'est la première étape. Sauf que la réalité, c'est que les plateformes utilisent chaque utilisateur pour pouvoir créer le profil le plus adéquat qui va m'amener à avoir le contenu le plus personnalisé, ou en tout cas celui qui va me permettre de rester le maximum sur la plateforme. Donc concrètement, à chaque fois que vous allez avoir du contenu, vous allez avoir tendance à liker, commenter, retweeter, partager, etc. Toutes ces actions-là vont permettre à l'algorithme de faire la distinction entre un contenu A qui vous intéresse et qui vous engage versus un contenu B qui ne va pas être forcément le type de consommation que vous voulez avoir sur ces plateformes-là. Et naturellement, les algorithmes sont faits de sorte à ce que les contenus que vous consommez soient les plus favorisés dans l'apparition de vos timelines. C'est ce fonctionnement-là qui fait que vous avez du contenu qui est poussé, qui vous captive et qui donc vous permet de rester de plus en plus sur les plateformes. Donc ce qui se passe à moyen long terme, c'est que les plateformes vont créer ce qu'on appelle un tunnel informationnel.
C'est-à-dire que vous allez consommer un type de contenu qui fait que vous allez être exposé de plus en plus au même type de contenu. Donc concrètement, si vous aimez une marque X, vous allez avoir de plus en plus de contenu sur votre timeline de la marque X, mais ce que je suis en train de décrire est le fonctionnement le plus basique. La réalité, c'est que l'algorithme, il ne va pas vous identifier vous en tant que personne, mais il va vous associer à un profil type. Or, vous pouvez avoir des spécificités personnelles, des opinions, des comportements différents, mais dans les faits, vous ressemblez à une catégorie spécifique qui a été prédéterminée par l'algorithme. Donc, vous allez voir la marque X, mais vous allez aussi voir d'autres marques, d'autres contenus qui sont correspondants aux consommations les plus importantes des mêmes types de profils. La problématique quand on regarde les algorithmes de suggestion, c'est que c'est très opaque. Aujourd'hui, il y a 2 ans, il y a eu les Facebook Leaks qui ont permis d'un peu mieux comprendre l'algorithmie et comment étaient entraînés ces algorithmes-là, mais ça reste très opaque. Ça reste très opaque parce que, pour une simple et bonne raison, c'est que l'algorithme en question de suggestion de contenu, c'est l'élément central, différenciant et stratégique pour ces entreprises-là. Un des meilleurs algorithmes de suggestion, c'est celui de TikTok. C'est celui qui amène le plus d'adhésion, le plus d'engagement sur ces plateformes-là. Du coup, les plateformes ne communiquent pas forcément sur comment ça fonctionne dans le détail. L'autre raison pour laquelle on arrive à une certaine limite dans la compréhension de ces algorithmes, c'est que c'est principalement des réseaux de neurones. Or, un des sujets des réseaux de neurones, c'est l'explicabilité. Il y a tellement de critères qui font qu'un contenu A ou un contenu B est poussé dans une timeline d'un utilisateur qu'on a du mal à retracer quels ont été les critères qui ont fait que c'est le contenu A qui a été poussé et non pas le contenu B. Et puis la dernière, que je trouve la plus importante, c'est que même les plateformes elles-mêmes ne maîtrisent plus trop leur algorithme de suggestion. Elles ne savent plus trop quel impact une modification de leur algorithme a. C'est pour ça qu'ils font des expériences en vie réelle. Concrètement, ils changent un critère de l'algorithme et ils voient comment ça fonctionne sur une petite population. Ils voient si ça augmente l'engagement. Si ça augmente l'engagement, ils vont le déployer sur l'ensemble des utilisateurs. Donc aujourd'hui, toutes les plateformes, Meta, TikTok, Instagram, ont atteint une certaine criticité de data qui ne sont plus capables d'expliquer de A à Z leur algorithme, qui est encore une fois l'essence même de ce type de plateforme. La problématique qui se passe, c'est qu'à force, ce tunnel informationnel devient ce qu'on appelle une bulle de filtre. C'est-à-dire que vous allez être exposé qu'à du contenu qui est spécifique et spécialisé et décidé par la plateforme. Si je prends un exemple très concret, dans un sujet géopolitique que je ne nommerai pas actuellement et qui nous touche tous, quand vous êtes pro-palestinien, par exemple, vous allez avoir du contenu pro-palestinien. Quand vous êtes pro-israélien, vous allez avoir du contenu pro-israélien. Ce qui fait qu'à force, vous allez être exposé à une typologie d'informations qui va, d'une manière ou d'une autre, vous convaincre de la véracité de ce que vous voyez. Concrètement, plus vous êtes exposé à une information, plus vous allez avoir tendance à la croire, parce que si elle est partagée énormément, ça veut dire que c'est vrai. Et ça, c'est un biais cognitif de base de tous les humains, avec tout l'intellect qu'on peut avoir et toute la capacité à s'extraire de ces sujets-là. Le fonctionnement du cerveau humain fait que ça marche. Une fois que j'ai dit ça, c'est assez intéressant, mais la réalité, c'est que ces algorithmes marchent parce que vous leur donnez des informations. À chaque fois que vous cliquez, à chaque fois que vous partagez, ça crée une donnée. Donc vous générez de la donnée pour ces plateformes-là. Ce qui fait que c'est assez intéressant quand on se place du point de vue de la plateforme, parce que ça permet de faire des profils, de pouvoir pousser du contenu, de favoriser un certain nombre de contenus. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que si on se pose d'un point de vue externe, ça veut dire que votre comportement numérique est modélisable. Concrètement, on a tous, dans cette salle, plus ou moins des habitudes numériques. Il y a les personnes qui se réveillent le matin, la première chose qu'ils vont faire, c'est de regarder Instagram, TikTok, Facebook, etc. Et donc, vous allez générer du contenu le matin. D'autres, c'est plutôt à la pause déjeuner. D'autres, c'est plutôt à l'après-midi, etc., etc. Tout ça, c'est un comportement numérique qu'on peut modéliser. C'est-à-dire que si on vous observe assez de temps, on peut reconstruire un algorithme qui va pouvoir comprendre à quel moment on va vous pousser du contenu, parce que c'est votre moment où vous allez être le plus actif. C'est typiquement comme ça que fonctionnent les publicités sur les réseaux sociaux. C'est qu'ils ont tendance à comprendre vos opinions, à comprendre ce que vous consommez, mais en plus,
Ils vont vous pousser du contenu au bon moment, selon votre capacité à consommer ou pas ce type de contenu. Ça reste très théorique dans ma présentation, mais je vous invite tous à regarder un documentaire sur Netflix qui s'appelle Derrière nos écrans, qui personnifie l'algorithme. C'est une personne, donc le documentaire, en fait, c'est une personne qui joue le rôle de l'algorithme et qui pousse des contenus à des utilisateurs lambda, et ça permet de mieux appréhender ce que je suis en train de décrire. Une fois que je vous ai dit ça, en réalité, c'est le principe de ce qu'on appelle le social listening. Tout ce qui est écoute des réseaux sociaux et compréhension des tendances. Je vous ai décrit toutes ces données que vous générez, donc vos likes, vos commentaires, les photos que vous partagez sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes ces données-là, en tout cas une grosse partie, sont exploitables par une tierce entité. Concrètement, Foresight ou mon ancienne startup Capcode rachetait ces données-là pour créer des algorithmes qui vont faire un certain nombre de choses. Donc on a une première étape qui est la collecte de la donnée. Donc quand on a Facebook, Meta, TikTok, etc., ces acteurs-là ont ce qu'on appelle des API. Donc on peut directement, bien sûr, avec un modèle économique plus ou moins important, avoir accès à ces données-là avec une seule limite, qui est que ces données doivent être dites publiques. Donc vos messages privés, vos statuts privés, ne sont pas accessibles par un tiers. Pardon. Pardon. Pour autant, on estime qu'en ayant un accès aux données publiques d'une personne, en cumulant à peu près 2 mois d'observation, on peut réidentifier la personne. Donc il y a quand même des enjeux de privacy, il y a quand même des enjeux éthiques qui sont derrière. Une fois qu'on a ces données-là, c'est bien, mais on a du texte, on a des images, on a des données structurées du type à quelle heure vous vous connectez, etc. Ça permet d'entraîner un algorithme qui va faire un certain nombre d'usages que je vais détailler juste après. Et puis il y a la partie data visualisation qui va vous permettre de comprendre les populations. Parce qu'encore une fois, tout ce que je vous ai décrit, c'était au niveau individuel, mais la réalité, c'est qu'au niveau individuel, ce n'est pas forcément le plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir viser une population, et donc de pouvoir pousser à des profils. C'est ce que beaucoup de marques aujourd'hui, beaucoup d'entreprises connaissent à travers des plateformes comme Talkwalker, comme Meltwater, comme Brandwatch, des startups, des entreprises qui sont spécialisées sur comprendre une audience, comprendre le fonctionnement d'une audience, et surtout vous permettre d'optimiser votre communication digitale. Ça, c'est l'usage qui est le plus développé. La réalité, c'est que ces plateformes de veille vont vous aider à comprendre une tendance, mais c'est mieux comme ça, de rien. Elles vont vous aider à comprendre une tendance, mais pour autant, elles ne font pas de prédiction. C'est de la veille. Ça veut dire que ça vous dira que vous êtes, si je prends un exemple très concret, Algérie Télécom, il y a eu 10 000 messages sur Facebook hier qui ont une tonalité plus ou moins positive, plus ou moins négative. Mais si on se positionne du point de vue d'un marketeur ou d'un communicant, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir exploiter ces données pour identifier des tendances virales, et donc de piloter votre ligne éditoriale, votre communication en fonction de ce qui marche. Et changer l'axe, au lieu de subir à travers la veille, avoir de la précocité et de la prédiction. Le deuxième sujet, c'est principalement les notions de prise en compte de la perception. On connaît tous plus ou moins le sentiment analysis, le fait de regarder si un contenu est positif ou négatif. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est capable de pouvoir résumer les argumentaires positifs, les argumentaires négatifs. Et donc d'aller plus loin sur la compréhension de vos cibles et de vos détracteurs pour pouvoir mieux communiquer, mieux convaincre et donc avoir un impact business sur vos sujets. Et puis il y a un enjeu très régalien. Si je prends l'exemple de Scotland Yard, ils ont un système d'identification des fraudes et des recels. Concrètement, quand une voiture est volée, on va avoir tendance à créer une annonce sur un site marchand, et donc ils vont analyser les images de ce site marchand et identifier est-ce que cette voiture correspond à une voiture volée ou pas, et donc permettre d'identifier plus rapidement des cas de vol et de recel. Ce sont des opportunités, mais la réalité est un tout petit peu plus complexe, et si on a une vision très pragmatique, les réseaux sociaux peuvent avoir des avantages, mais ils sont aussi catalyseurs de la désinformation aujourd'hui.
Je ne vais pas citer comme mon prédécesseur Wissem la pandémie que nous avons tous connue, mais si on regarde l'information au sens purement épidémiologique, c'est le fonctionnement d'un virus classique. Concrètement, si je vous donne un exemple, pendant la pandémie, vous avez tous été exposés à des fausses informations, d'une manière ou d'une autre, très souvent par vos proches, mais d'une manière ou d'une autre, vous avez été... alors je ne rentre pas dans le débat qu'est-ce qui est une vraie information, qu'est-ce qui est une fausse information, parce que c'est un autre sujet. Mais en tout cas, vous avez tous plus ou moins été exposés à ce type de fausses informations. Ce qui s'est passé, c'est que généralement, les méthodes utilisées sont des contenus choquants, et donc ils vont vous pousser à réagir d'une manière ou d'une autre, et à le partager. Ça, c'est exactement la boucle qui est décrite par l'OMS. Et ils en parlent pendant la pandémie parce que c'était un sujet de santé, mais la réalité, c'est que toute fausse information fonctionne de cette manière-là. Pourquoi ça ressemble à un virus? Parce que, si on regarde en infectiologie, on parle de mécanismes d'infection. Comment on est exposé à un virus? Pendant la pandémie, c'était le toucher, c'était la qualité de l'air, etc., qui transmettait le virus. Sur les réseaux sociaux, c'est l'exposition. Plus vous êtes exposé à une fausse information, plus vous êtes contaminé sur le fait que vous y croyez. Si on regarde la contagiosité, comment le virus passe d'un individu A à un individu B, c'est le fonctionnement de la diffusion. C'est vous qui partagez cette fausse information à votre cercle proche, à vos amis, à votre cercle professionnel. Si on regarde la notion de réplication virale, c'est la viralité de l'information, c'est combien de personnes, au-delà de l'exposition, vont partager et sur combien de votre population va être touchée. Et puis enfin, il y a des notions d'échappement immunitaire, c'est-à-dire que parfois, des fausses informations ne vont pas marcher sur vous parce que soit vous êtes expert du domaine, soit vous avez vos propres croyances qui font que vous rejetez une fausse information. Une fois qu'on a vu ça, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes en période de guerre informationnelle. Vous l'avez tous vécu, vous l'avez tous vu. On a aujourd'hui une banalisation de la propagande informationnelle et les réseaux sociaux sont des catalyseurs sur ces sujets-là. Aujourd'hui, avant, quand on parlait de propagande, on pouvait toucher une cible assez limitée. Maintenant, la cible peut être mondiale. Et si on reprend le fonctionnement des algorithmes de suggestion, en fait, aujourd'hui, pour pouvoir pousser une fausse information, tous les États, toutes les entreprises utilisent une seule et même méthode qui s'appelle l'astroturfing. L'astroturfing, c'est quoi? C'est que vous programmez des robots qui vont booster un contenu faux, et le fait qu'il soit boosté, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup de likes, beaucoup de retweets, beaucoup de partages, etc., va faire que l'algorithme de suggestion des plateformes va penser que c'est un contenu viral, et donc va le pousser vers plus de timelines, et donc va permettre de toucher plus de monde. C'est un hack du principe de suggestion des plateformes. Sauf que la réalité, c'est qu'au même titre que votre comportement numérique peut être modélisé, ces comportements numériques suspects qui sont faits par des robots sont tout aussi modélisables. Donc, si on regarde l'IA et le fonctionnement de l'automatisation comme une menace, elle est aussi une capacité de lutte et donc de pouvoir identifier ces robots-là. Deux exemples très rapides. Il y a deux algorithmes qui sont assez performants. Le premier s'appelle EcoFakeD, qui va lire le contenu d'une information et regarder la méthode de diffusion. Vous avez tous plus ou moins entendu parler du fait qu'une fausse information était diffusée 7 fois plus rapidement qu'une vraie information. Et bien ça se modélise. C'est-à-dire que le passage d'une information d'un compte A à un compte B, si vous avez accès aux données, vous pouvez revoir la méthode de contagion, ou en tout cas comment l'information est diffusée. C'est un premier critère. Le deuxième critère, c'est le contenu. Est-ce que le contenu est émotionnel? Est-ce qu'il n'est pas émotionnel? Est-ce qu'il est nouveau? Est-ce qu'il est ancien? Ces critères-là se basent uniquement sur du texte et sur le fonctionnement du transfert de l'information, mais ça marche. Donc on peut identifier une fausse information à travers l'IA et à travers les réseaux de neurones. Le deuxième exemple, c'est IANN, qui est une méthode qui est plutôt multimodale. Parce qu'aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure au déjeuner, il y a de plus en plus de deepfakes. Maintenant, on crée de fausses images, on crée de fausses vidéos. Et ce qui fait que du coup, l'information ne transite plus que par le texte comme avant, mais elle transite par différents supports. Et cet algorithme, ce réseau neuronal, utilise ces différents supports.
Je voulais juste terminer cette présentation sur ce point-là. J'ai essayé de vous résumer les avantages d'exploiter les données des réseaux sociaux d'un côté, et aussi les risques que nous sommes en train de vivre. Donc on a un enjeu institutionnel de pouvoir créer nos propres boucliers informationnels, parce que ces plateformes-là ne le feront pas, pour la simple et bonne raison que ça va à l'encontre de leur modèle économique. Et donc c'est aux États, aux entreprises de pouvoir prendre la main, et aux citoyens naturellement, de pouvoir prendre la main contre ces sujets. Et on a des notions d'éducation et de sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, combien de fois vous avez lu du contenu sur les réseaux sociaux et vous vous êtes dit c'est pas possible qu'une personne puisse penser ça? Très souvent, quand c'est pas possible qu'une personne puisse penser ça, c'est que ce n'est pas une personne qui pense ça, mais que c'est une méthode de propagande. Merci beaucoup pour votre attention, pour cette présentation.